Au Burkina Faso, la Ligue des consommateurs dénonce les contrefaçons des produits de première nécessité opérés par des commerçants véreux qui ne se préoccupent pas de la santé des consommateurs. La RDC est la meilleure nation africaine en matière de sécurité routière après le Ghana et le Nigeria, une satisfaction pour les responsables de la Commission nationale de prévention routière. Le président Barack Obama, en visite au Kenya, a réclamé l'égalité des droits pour les homosexuels en Afrique, comparant l'homophobie à la discrimination raciale qu'ont connue les États-Unis. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Le Burkina Faso connaît un scandale à répétition portant sur les produits de première nécessité, de l'eau minérale aux huiles à moteur passant par les denrées alimentaires et les pâtes dentifrice. Aucun produit n'échappe à l'ingéniosité des contrefacteurs véreux qui se préoccupent plus de leur chiffre d'affaires que de la santé des consommateurs. Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso a donné de la voix et promet de traduire les coupables devant la justice. Reportage Claude Romba. Le 22 juin dernier, une brigade de la gendarmerie de Ouagadougou a interpellé un groupe de fraudeurs de produits alimentaires. Le 19 avril, c'est la gendarmerie de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, qui a mis la main sur une importante quantité d'huile frélatée. Des produits pétroliers et de l'eau minérale contrefaits ont également été saisis. La Ligue des consommateurs du Burkina crie son ras-le-bol face à ce qu'elle qualifie de scandale à répétition portant sur les produits de première nécessité. D'ailleurs, la Ligue va bientôt saisir la justice contre ceux qu'elle appelle les contrefacteurs véreux qui se préoccupent plus de leurs chiffres d'affaires que de la santé des consommateurs. Nous avons fait des analyses au niveau du laboratoire national de santé publique. Ces analyses ont révélé que ces produits sont impropres à la consommation humaine. Et nous avons déposé les résultats d'analyse au niveau de notre avocat, Maître Farama Prosper, qui va formuler une plainte en bonne et due forme pour que nous puissions poursuivre les auteurs de ces malversations-là devant les tribunaux. Il faut qu'ils soient punis conformément à la loi, de manière à ce que le consommateur burkinabé cesse d'être empoisonné par des commerçants véreux qui deviennent de plus en plus nombreux. Sur la question de la qualité du service fourni par les opérateurs de téléphonie mobile, la Ligue des consommateurs tape également du poing sur la table. Pour elle, visiblement, les sanctions pécuniaires infligées aux 3 opérateurs de téléphonie n'ont pas permis d'améliorer la situation. C'est pourquoi elle interpelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, à prendre ses responsabilités face à ce qu'elle qualifie d'arnaque des populations. Les consommateurs ne peuvent pas continuer de payer pour ne pas pouvoir communiquer. Ça ne va plus du tout là. Ça sert à quoi? Quelle sera la différence si on n'a même plus de société de téléphonie? Puisque actuellement on ne peut pas communiquer. Mais si on peut leur retirer les licences, il n'y a pas que ces sociétés-là dans le monde. Dans sa logique pour une meilleure satisfaction des consommateurs, la Ligue des consommateurs du Burkina a effectué des sorties auprès de certaines sociétés. Elle a obtenu par exemple de la nationale de l'eau qui a des difficultés pour approvisionner correctement en eau la capitale, la suspension des pénalités de retard sur les factures allant de mars à juin et l'établissement d'un programme de coupure d'eau ainsi que l'installation de bonnes fontaines dans les quartiers. La République démocratique du Congo est classée 3e meilleure nation africaine en matière de sécurité routière après le Ghana et le Nigeria. Le président de la Commission nationale de prévention routière se dit très satisfait des résultats et pense mieux faire en vue d'arracher la première place. Le point avec Yeyet Mavinga. Il est moins dangereux de circuler en République démocratique du Congo car la sécurité routière est assurée. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique publié en début de semaine à Addis Abeba en Éthiopie. La République démocratique du Congo est en ex aequo avec l'Afrique du Sud, la Namibie, la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe. Le président de la Commission nationale de la prévention routière, Valé Manga, s'est réjoui de ces résultats et reconnaît les avancées avec l'implantation des robots et de la signalisation qui régule la route. Valé Manga a par ailleurs donné quelques indicateurs qui ont promu la République démocratique du Congo à ce classement. Donc depuis 37 ans, la RDC a au moins une agence de sécurité routière, de prévention de sécurité routière, dont nous parlons de la Commission nationale de prévention routière, qui, par ordonnance 78/478 du 26 décembre 1978, a été créée juste pour que la sécurité routière puisse régner sur l'ensemble du réseau routier de 150 000 km que dispose notre pays. Les statistiques aujourd'hui
en temps réel, comme je l'ai dit, nous pouvons disposer et mettre à la portée de tous les experts en matière de sécurité routière les statistiques sur le plan d'accidents dans notre pays. Notre pays, au jour d'aujourd'hui, dispose de 2 fois 4 bandes de circulation et chose qui n'a jamais existé, en tout cas avec la mobilité modernisée, c'est-à-dire notre pays dispose aujourd'hui d'une société de transport avec des bus neufs. Sécurité de véhicules, il y a des centres de contrôle technique. Ailleurs, nous appelons des visites de contrôle technique. L'âge des véhicules a été vraiment strictement demandé à ce qu'au niveau des frontières, qu'il n'y ait pas de véhicules dépassant 10 ans et pour les voitures 5 ans. Notons que la République démocratique du Congo a connu une baisse d'environ 13% en ce qui concerne le taux d'accidents routiers en 2014 et le nombre d'accidents des personnes tuées sur la route a connu une baisse de 18%. En Centrafrique, la sécurité revient progressivement dans le 3e arrondissement sous l'effet de l'action conjuguée des forces internationales et des autorités de transition. C'est du moins le constat fait sur place par notre correspondant Hubert-Marie Djamani. Les activités ont repris dans le 3e arrondissement de Bangui, particulièrement au kilomètre 5, considéré il y a quelques semaines encore comme une enclave musulmane. Les commerçants vaquent librement à leurs occupations. Chrétiens et musulmans se côtoient de nouveau en toute fraternité. C'est obligé d'aller auprès de tous les jeunes ou bien les jeunes filles pour leur parler de la paix. Oublier la longue période d'insécurité qui avait poussé des centaines de résidents du quartier à quitter précipitamment le pays ou encore à trouver refuge dans les camps de déplacés. Le marché Sambo retrouve peu à peu son rythme d'antan. Il y a un début et une fin de toute chose. Il y a un début, la guerre est venue, après la guerre c'est la paix. Le kilomètre 5 constitue la plus importante place commerciale de la capitale centrafricaine. L'insécurité qui avait sévi pendant près de 2 ans dans le quartier a fortement pénalisé les activités économiques. Aujourd'hui, le calme est revenu, les commerçants peuvent reprendre leurs transactions financières. Et là, c'est quand l'association de commerçants de kilomètre 5 a exigé, a imposé tous les commerçants d'ouvrir leurs boutiques, de répondre à leurs activités, de faire ramener le commerçant déplacé pour que notre activité ça réponde. La situation s'est considérablement améliorée, mais la sécurité reste précaire. Chaque jour que Dieu fait, les forces internationales et les autorités de la transition se mobilisent pour sensibiliser la population sur la paix. En visite au Kenya, le président américain Barack Obama a pris part avec son homologue Uhuru Kenyatta au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. Il en a profité pour évoquer avec humour ses origines kenyanes. Reportage. Cette visite sous haute sécurité dans le pays de son père sera pour Barack Hussein Obama l'occasion de parler d'économie, mais surtout de lutte antiterroriste. Le Kenya a été visé ces dernières années par de spectaculaires attaques des islamistes somaliens Shebab et une partie de la capitale Nairobi a été bouclée pour la venue du président américain. Avec son hôte Uhuru Kenyatta, ils ont pourtant adopté un ton résolument optimiste samedi en ouvrant ensemble un sommet mondial sur l'entrepreneuriat. Je voulais être ici parce que l'Afrique est en marche. L'Afrique est l'une des régions du monde à la plus forte croissance. Les gens sortent de la pauvreté, les revenus sont en hausse, la classe moyenne croît et les jeunes gens comme vous exploitent les technologies pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Il faut que le monde puisse entendre un message très simple. Le discours du désespoir africain et de l'indignité est faux et évidemment n'a jamais été vrai. Avant son entretien bilatéral avec Uhuru Kenyatta, Barack Obama s'est rendu au mémorial érigé en mémoire des victimes de l'attentat perpétré en 1998 par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine de Nairobi qui avait fait 213 morts.
Je suis fier d'être le premier président américain à visiter le Kenya. Et évidemment, c'est personnel pour moi. Je ne m'appelle pas Barack Hussein Obama pour rien. There's a reason why my name is Barack Hussein Obama. Au fil des semaines, à mesure que la visite approchait, la ferveur n'a cessé de monter au Kenya. Samedi encore, les principaux quotidiens consacraient leur une à Barack Obama, né à Hawaï d'une mère américaine et d'un père kenyan. Il a promis de revenir au Kenya une fois qu'il aura quitté la Maison-Blanche et de s'investir personnellement dans le pays natal de son père. Et toujours au cours de cette visite au Kenya, le président américain Barack Obama a réclamé samedi l'égalité des droits pour les homosexuels en Afrique, comparant l'homophobie à la discrimination raciale qu'ont connue les États-Unis. Il a également évoqué les questions des élections au Burundi et la guerre au Soudan du Sud. Voici un extrait de ses propos. Nous avons de façon systématique réduit les territoires que les Shabab contrôlent. Nous avons pu réduire leur emprise sur la Somalie et avons affaibli ces réseaux opérant ici en Afrique de l'Est. Cela ne veut pas dire que le problème est résolu. J'ai été constant à travers toute l'Afrique là-dessus. Je crois au principe selon lequel chacun doit être traité de manière égale devant la loi et que l'État ne devrait discriminer personne sur la base de son orientation sexuelle. Pour dire que la meilleure façon d'arrêter les combats est que les dirigeants sud-soudanais fassent passer leur pays en premier grâce à un accord de paix qui mettra fin au combat. Nous avons aussi évoqué le Burundi où les récentes élections n'ont pas été crédibles. Nous appelons le gouvernement et l'opposition à se retrouver pour un dialogue qui aboutira à une solution politique à la crise et évitera la perte davantage de vies innocentes. Le Parlement tunisien a adopté vendredi soir une nouvelle loi antiterroriste. Objectif, répondre à l'essor des attaques djihadistes dans le pays. La loi adoptée est très critiquée par la société civile qui y décèle des menaces pour les libertés. Reportage. Après 3 jours de débat et des heures de pourparlers vendredi à huis clos pour trouver le consensus sur le texte, les députés ont approuvé cette loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent par 174 députés pour 10 abstentions et aucun vote contre. Nous avons vécu ce moment historique et émouvant. Nous avons réalisé cet acquis béni avec l'adoption par les députés du Parlement de ce projet de loi. Vous savez que cette loi est très importante dans la lutte contre le terrorisme. Elle va faciliter le travail des forces de sécurité intérieure et de l'armée nationale. Elle va aussi faciliter le travail des magistrats. Il y a des spécificités qui améliorent la loi de 2003. Ce vote est intervenu dans un contexte de menaces grandissantes après les attaques en juin à Sousse, où 38 touristes tués, et en mars au musée du Bardo à Tunis, 22 morts dont 21 touristes, revendiqués par le groupe État islamique. Ce texte remplace une loi antiterroriste de 2003, adoptée sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali et largement utilisée selon les défenseurs des droits de l'homme pour réprimer l'opposition, en particulier le parti islamiste Ennahda, alors interdit et aujourd'hui l'une des principales forces politiques tunisiennes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.